Je suis Jacques Blasi, expert en art précolombien et le commissaire de l'exposition Le 5e Soleil. C'était d'abord un travail d'équipe. Nous sommes très nombreux à travailler autour de ce projet. Il faut réunir les objets, les trouver dans les différents musées, dans les différents collectionneurs, dans les différentes collections privées. Après, les photographier, faire un comité scientifique pour être sûr que l'authenticité des pièces ne soit pas mise du tout en doute. Et à partir de là, effectivement, organiser le catalogue, le transport des objets et l'installation de cette collection donc, dans le musée de Saran. Ce qui est important dans une exposition comme ça, c'est son côté éphémère, qui réunit à un temps déterminé des pièces ou des chefs-d'œuvre. Par exemple, là, nous mélangeons des objets de collection privée française avec les chefs-d'œuvre du musée du Quai Branly. Cette exposition est éphémère, le catalogue en est le seul document qui restera après et c'est effectivement un moment tout à fait privilégié. Je suis Claude-François Baudez et je suis à la fois archéologue et iconologue, c'est-à-dire que j'interroge les images de l'ancien Mexique pour mieux comprendre leur société. Tout le monde a entendu parler du sacrifice humain qui était pratiqué par les Mexicains avant la conquête espagnole, mais ce qu'on ignore beaucoup plus, c'est l'existence d'un rite qu'on appelait l'autosacrifice. Et l'autosacrifice, ce n'est pas un suicide, ce n'était pas une mutilation, c'était un saignement, une saignée plus ou moins douloureuse, que l'on pratiquait sur soi. Alors pourquoi est-ce que l'on faisait cela? Et on le faisait sous de multiples occasions et à tout bout de champ, si j'ose dire. C'est parce que l'homme était conçu comme un éternel débiteur envers les puissances surnaturelles. Sa vie elle-même était considérée comme un bienfait, plus tous les bienfaits qu'il pouvait recevoir. Et donc, ces bienfaits, il devait les payer. Et il devait les payer avec son sang et avec sa douleur. Alors, les principales parties du corps qui étaient le plus exposées à l'autosacrifice, c'était les oreilles. C'était peut-être le sacrifice le moins douloureux, mais beaucoup plus sérieux et sensible était l'autosacrifice de la langue et que l'on perçait et par le trou on faisait passer des brindilles ou des cordelettes et également le sexe masculin. Donc je suis Stéphane Martin, je suis le président du musée du Quai Branly à Paris, le musée qu'a créé Jacques Chirac, et je suis évidemment ravi que ce musée contribue par le prêt de quelques œuvres dont nous avons la garde à l'exposition 5e Soleil au musée du président Jacques Chirac à Saran. Je crois que c'est dans ses mémoires, dans le deuxième volume de ses mémoires, Jacques Chirac raconte que en 1990 à peu près, il est maire de Paris et il reçoit un coup de fil du roi d'Espagne qui lui dit dans 2 ans, c'est le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qu'est-ce que tu comptes faire? Et le président Chirac, enfin à l'époque le maire de Paris, répond rien pour célébrer ce criminel, mais je vais faire une grande exposition sur les peuples qu'il a contribué à faire exterminer. Le roi, je ne sais pas comment le roi a réagi, mais en tout cas, ça a donné lieu à une exposition qui s'est tenue à Paris, au musée du Petit Palais, et qui s'appelait les Taïnos. À l'époque, personne n'avait jamais entendu parler des Taïnos. Les Taïnos, c'était les populations pré-colombiennes, pour leur malheur, si j'ose dire, les populations indigènes, autochtones, qui habitaient les îles des Grandes Antilles, en particulier ce qui est aujourd'hui Haïti et la République dominicaine.
Et c'est là qu'en fait Colomb a débarqué dans ses premiers voyages. Et c'est eux qui ont reçu les premiers, en particulier les maladies, la rougeole, la grippe, etc., apportées par les Occidentaux. Ils ont été les premiers à disparaître. Donc ce sont les premiers post-colombiens, si l'on peut dire, qui ont subi le désastre de l'arrivée des Européens. Et cette exposition, dont tout le monde pensait qu'elle allait être une exposition pour spécialistes, personne n'avait entendu parler des Taïnos, a été un énorme succès public. Et elle a beaucoup marqué, je crois, le président Chirac à la fois dans son aventure politique, dans sa vie personnelle, parce que quelques années après, très peu de temps après, sa carrière s'est accélérée, il est devenu président de la République. Et donc c'est vrai qu'il y a une espèce de lien historique intéressant entre la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, les cultures dites précolombiennes et la carrière du président Chirac que retrace le musée de Saran. Donc c'est assez logique finalement qu'un jour ou l'autre, c'était assez logique qu'un jour ou l'autre, le musée du président Jacques Chirac consacre une exposition aux Mexicains d'avant Christophe Colomb. Je suis André Delpuech, conservateur en chef du patrimoine, responsable des collections des Amériques au musée du Quai Branly et donc passionné par toutes ces civilisations et cultures qui se sont développées sur le continent américain des origines à nos jours. Les habitants d'Amérique, qui ont été dénommés les Indiens par Christophe Colomb en fait lors de son premier voyage de 1492, puisqu'il croyait arriver en Asie, aux Indes, et donc les habitants qu'il a rencontrés, il les a dénommés Indiens. Aujourd'hui, on a coutume de les appeler Amérindiens, donc pour ne pas mélanger avec justement l'Asie. Tous ces habitants qui ont peuplé le grand continent des Amériques, il y a environ une trentaine de milliers d'années, et qui ont développé au fil des millénaires de très nombreuses civilisations. Certaines d'entre elles sont connues du grand public, les Inuits, qu'on appelait autrefois les Esquimaux, qui vivent dans l'Arctique, les Indiens des plaines, ces fameux cavaliers à cheval qui chassaient le bison, ou bien plus au sud, au Mexique, les grandes civilisations qui ont été celles des Mayas ou des Aztèques, détruits par les conquistadors espagnols. Cette exposition, le 5e soleil, se concentre sur les peuples qui ont vécu anciennement au Mexique et également au Guatemala, au sud du Mexique, et qui ont développé de brillantes civilisations pendant plusieurs milliers d'années, depuis les Olmèques au premier millénaire avant Jésus-Christ, jusqu'aux Aztèques et aux Mayas, les derniers de ces grandes civilisations mésoaméricaines. Pourquoi le 5e soleil? Eh bien parce que les Aztèques concevaient l'histoire du monde comme une succession de créations qu'ils appelaient soleils. Il y en a eu 4, et chacun de ces soleils il y était mis fin par une divinité selon sa spécialité. Par exemple, le dieu du vent anéantissait l'humanité avec un ouragan. La déesse de l'eau anéantissait une autre humanité avec un déluge. Et alors les Aztèques pensaient qu'ils vivaient là dans un 5e soleil qui devait se terminer par un tremblement de terre provoqué par le dieu de la terre. Alors cette vision catastrophique rejoint celle de certains de nos contemporains qui voient dans la fin du grand cycle maya de 5128 années qui doit avoir lieu le 21 décembre 2012, la fin d'un monde, si ce n'est la fin du monde. Les collections archéologiques conservées au musée du Quai Branly, comme dans beaucoup de musées, ont une histoire souvent extraordinaire. Elles ont d'abord été récoltées au Mexique, par exemple, pour ce qui concerne cette exposition, par des explorateurs, par des archéologues, parfois très tôt dans l'histoire, au début du 19e siècle. Elles ont traversé l'Atlantique, ont été exposées au musée du Louvre pour certaines d'entre elles en 1850, puis au musée d'ethnographie du Trocadéro en 1878. Enfin, elles ont gagné le musée de l'Homme et en 2006 sont arrivées au Quai Branly. Et aujourd'hui, on a le plaisir de les découvrir dans cette exposition, le 5e soleil. Oui, dans le cadre de cette exposition, il y avait beaucoup de raisons de coopérer. D'abord, il y a peu d'expositions d'art précolombien en France, beaucoup moins par exemple que d'art africain. D'autre part,
L'emblème même du quai Branly est un objet précolombien, et donc il y a un lien fort entre l'art précolombien et, je dirais, les arts premiers chers au président Chirac. Il se trouve aussi que le commissaire de cette exposition, Jacques Blazy, est un expert avec lequel nous travaillons souvent. C'est un ami du musée, c'est quelqu'un qui nous a souvent aidés, éclairés. Et vous savez, aujourd'hui, un musée national n'est pas assis comme un dragon sur ses collections. Il essaye au contraire de les prêter à chaque fois que c'est possible. Quand on refuse un prêt, c'est en général avec beaucoup de regrets. C'est parce que c'est pas possible, pour des raisons de sécurité, pour des raisons techniques, pour des raisons de coût. Il se trouve que grâce à Jean-Michel Villemotte, grâce à son équipe, dans l'équipe du musée de Saran, je veux dire l'équipe du musée du président Jacques Chirac, c'est un musée qui est tout à fait aux normes les plus modernes, à la fois en ce qui concerne la sécurité et les conditions de préservation, de présentation des œuvres. Donc c'est un musée avec lequel ça nous fait doublement plaisir de collaborer. Et puis je crois que le sujet était très intéressant. L'art mexicain est rarement représenté de manière globale, j'entends l'art mexicain précolombien, et je trouve que l'approche du commissaire est à la fois très pertinente, très excitante, parce qu'il a choisi des pièces très fortes, très spectaculaires, donc on est ravis que quelques-uns des chefs-d'œuvre des collections nationales, sous la garde aujourd'hui du quai Branly, soient en ce moment à Saran en Corrèze. Cette exposition donne à voir la magnificence et l'extraordinaire richesse des civilisations précolombiennes du Mexique ancien. Et on imagine ainsi tout ce qui a été détruit par l'irruption et la conquête espagnole de Cortés et de tous les conquistadors qui ont anéanti, au nom de la religion, en quête de profit, d'or et au prix de massacres et de grands génocides, des civilisations brillantes qui s'épanouissaient là en Amérique depuis des millénaires. Donc je pense que ce genre d'exposition donne à réfléchir et à méditer sur les cultures autres que la nôtre et le respect qu'on doit avoir de tous les dialogues, tout le dialogue qu'il doit y avoir autour des cultures de par le monde. Ces objets archéologiques ont 500 ans, ont 1000 ans, voire 2000 ans, et au-delà des apparences, sont souvent très fragiles et nécessitent des soins intensifs. Avant une exposition, il y a un gros travail en laboratoire afin de restaurer ces pièces qui sont souvent très anciennes, 1000 ans, 2000 ans, et qui nécessitent des travaux de conservation, de restauration, de céramiques fragiles ou de pièces altérées. Et donc un certain nombre de spécialistes interviennent et vont faire en sorte que ces objets puissent être présentés de la meilleure des façons au grand public. Ce travail de conservation et de restauration est un travail très méticuleux qui fait appel à des grands spécialistes des matériaux qui vont restaurer les céramiques, les pierres, les sculptures, qui vont aussi au passage étudier leur datation, les techniques de fabrication, les techniques de sculpture. Et donc à la manière d'un détective du passé, on va découvrir les secrets cachés derrière ces matériaux et veiller à ce qu'ils soient conservés et préservés pour les générations futures. Le monde préhispanique, surtout du Mexique, a influencé complètement nos surréalistes. Comme Picasso a été influencé par l'art africain à une époque, André Breton et ses amis ont été influencés par l'art précolombien dès le départ, dès leur arrivée au Mexique. Dans le cadre de l'exposition de Saran, nous montrons une photo très célèbre faite par Henri Cartier-Bresson, où on voit André Breton derrière son bureau et à droite se trouve ce fameux masque Teotihuacan qui se trouve actuellement au pavillon des Sessions au Louvre et que nous présentons à l'occasion de cette exposition aussi. Nous présentons un tableau représentant une jeune fille tenant un bouquet. Cette peinture a appartenu à André Breton et a été exposée à la Galerie Coll en 1939 sur l'exposition qu'avait préparée Breton sur la période art populaire du Mexique. Dans le cadre de cette exposition aussi, nous présentons d'autres œuvres et différents objets d'art populaire, en particulier aussi le portrait de Juarez et de son épouse. Ces objets n'appartenaient pas bien évidemment à André Breton, mais ont toujours été collectionnés d'une façon ou d'une autre par les Français. Je suis Carmen Bernand, je suis anthropologue. J'ai travaillé sous la direction de Claude Lévi-Strauss et je suis spécialiste de l'Amérique latine. Populaire, c'est très difficile de répondre à cette question. Populaire, pour moi, ce sont ces arts syncrétiques qui ont été faits à partir du XVIe siècle.
Mais là encore, on peut dire que le populaire existe depuis bien longtemps et qu'on ne peut pas le réduire à cette époque chrétienne et contemporaine. L'objet le plus mystérieux, c'est un masque a priori catholique qui est porté lors de la fête des trois puissances de la Trinité. Mais si on le regarde attentivement, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui échappent à cette Trinité parce que ce masque est dynamique, il va de la vie à la mort, il a 3 yeux et que le premier œil est un œil bleu et par conséquent un œil sans doute étranger, on n'en a pas au Mexique, un œil bleu qui peut porter le mauvais œil, que le dernier œil est un œil mort, en train de mourir en tout cas, et celui du milieu, on peut faire beaucoup d'interprétations parce que c'est un œil, c'est un miroir, on ne sait rien.